À 20 degrés sous zéro, un camping-car sans chauffage n'est pas un refuge. C'est une boîte métallique suspendue au-dessus d'un air glacé. Et quand la nuit tombe, cette boîte commence à se comporter comme un congélateur. Le froid n'entre pas d'un coup, il s'infiltre. Il glisse le long des joints, il passe par les fenêtres, il remonte du sol comme s'il avait sa propre volonté. Pour une personne sans abri qui vit là-dedans, dormir ne signifie pas fermer les yeux. Cela signifie se préparer à tenir jusqu'à l'aube. La première grande leçon est d'accepter une vérité inconfortable. Un camping-car n'est pas conçu pour les hivers extrêmes. Les parois sont fines, l'isolation est limitée. Les fenêtres perdent rapidement la chaleur et en dessous, il n'y a pas de fondation solide. Seulement un espace vide où le vent circule librement. Cela fait du sol l'un des pires ennemis thermiques. C'est pourquoi, avant même de penser aux couvertures ou aux sacs de couchage, la première étape est d'isoler. Scellère chaque interstice comme si le véhicule prenait l'eau. Car en hiver, le froid se comporte comme l'eau. Il trouve la moindre fissure et la transforme en autoroute. On vérifie les cadres de fenêtres, les contours des portes, les joints des panneaux. On utilise des bandes de tissu, de la mousse improvisée, de l'isolant pour tuyaux, même des morceaux de mousse ou de tissu roulé. Peu importe si ce n'est pas esthétique. L'important est d'arrêter l'air en mouvement. Un léger courant d'air pendant des heures peut vider la chaleur du corps sans qu'on s'en rende compte. Les fenêtres sont un autre point critique. Le verre attire le froid. Même fermée, la chaleur intérieure s'échappe rapidement à travers elle. C'est pourquoi beaucoup installent du film plastique thermorétractable ou des feuilles transparentes pour créer une chambre d'air entre l'intérieur et la vitre. Cette couche supplémentaire ne produit pas de chaleur, mais elle ralentit les pertes. Et en hiver, ralentir les pertes est presque aussi important que produire de la chaleur. Certains vont plus loin et couvrent les fenêtres avec des matériaux réfléchissants pendant la nuit. Non pas pour bloquer la lumière par esthétique, mais pour renvoyer vers l'intérieur la faible chaleur produite. Le jour, on les retire pour laisser entrer le soleil. La nuit, on les replace comme un bouclier. C'est un rituel quotidien, mais même avec les fenêtres couvertes et les portes scellées, le froid continue d'attaquer par en dessous. Et le plancher d'un camping-car est suspendu au-dessus d'un air qui peut être à plusieurs degrés sous zéro. Le vent passe en dessous et emporte la chaleur en permanence. C'est pourquoi l'une des stratégies les plus importantes n'est pas seulement d'isoler l'intérieur, mais de réduire l'espace que l'on tente de garder chaud. Au lieu d'essayer de chauffer tout l'intérieur, on crée une petite zone pour dormir. Des couvertures suspendues comme des rideaux, des séparations improvisées, même des meubles déplacés pour former une sorte de capsule. Cette capsule devient le noyau thermique. L'objectif n'est pas que tout le camping-car soit tempéré. L'objectif est que l'endroit où dort le corps conserve suffisamment de chaleur pour passer la nuit. Dans cet espace réduit, chaque centimètre compte. Le carton réapparaît comme un allié silencieux. Placé sur le sol, sous le lit ou sous un matelas fin, il crée une barrière supplémentaire. De même avec de vieux tapis, des couvertures pliées ou de la mousse. Séparer le corps du sol froid est essentiel. Sans cette séparation, peu importe le nombre de couches au-dessus, vient ensuite l'organisation des couches personnelles. Il ne s'agit pas d'empiler tous les vêtements sans réfléchir. Chaque couche a une fonction. Une couche intérieure qui garde la peau aussi sèche que possible. Une couche intermédiaire qui emprisonne l'air. Une couche extérieure qui bloque les courants d'air. Des vêtements trop serrés sont une erreur car ils limitent la circulation. Et sans circulation, les mains et les pieds refroidissent plus vite. Le cou est toujours couvert. Les poignets et les chevilles sont scellés. Les ouvertures sont des portes ouvertes au froid. Une écharpe, un t-shirt roulé, n'importe quoi qui ferme cet espace, empêche l'air chaud de s'échapper en permanence. Et puis, il y a la posture pour dormir. On ne dort pas étendu comme dans un grand lit, on dort recroquevillé. La position fétale réduit la surface exposée et garde les extrémités proches du centre du corps où le sang est au plus chaud. C'est une réaction naturelle qui, dans ces conditions, devient une stratégie consciente. Un autre détail important est de préparer la nuit avant qu'elle n'arrive. Attendre que le froid devienne insupportable est une erreur. Ceux qui survivent bien le mieux accumulent de la chaleur avant. Ils profitent des dernières heures du jour pour bouger un peu, augmenter leur température corporelle sans transpirer, réorganiser les couvertures, et fermer les séparations et tout préparer pour ne pas avoir à se lever en pleine nuit. Car chaque fois qu'on sort du nid thermique, la chaleur accumulée se perd. La recréer coûte de l'énergie. Et en hiver, l'énergie est limitée. Dormir dans un camping-car glacé sans chauffage n'est pas une improvisation chaotique, c'est une séquence. C'est l'heure. Réduire l'espace, isoler le sol, organiser les couches, préparer la posture, minimiser les mouvements nocturnes. Chaque étape semble petite, mais ensemble, elles forment une barrière contre l'usure lente du froid. Et pourtant, tout cela ne traite qu'une partie du problème. Éviter de perdre de la chaleur. Mais quand les températures chutent trop bas, éviter les pertes ne suffit plus. Le corps a besoin de plus. Il a besoin de sources supplémentaires de chaleur, même modestes.
Là, il a besoin de décisions intelligentes sur quand et comment en produire sans mettre sa vie en danger. Car dans un camping-car fermé, une méthode mal utilisée peut être plus dangereuse que le froid lui-même. Et cette ligne entre se réchauffer et tout risquer est bien plus fine qu'elle n'y paraît. Quand l'isolation est faite et que le nid pour dormir est prêt, arrive la partie la plus délicate. Comment produire de la chaleur à l'intérieur d'un camping-car sans le transformer en piège mortel? Car ici apparaît une vérité inconfortable que beaucoup découvrent trop tard. Dans un espace petit et mal ventilé, certaines formes de chauffage peuvent l'homme tuer plus vite que le froid. La première chose que l'on comprend, c'est qu'on ne peut pas lutter contre tout le volume du véhicule. Tenter de chauffer chaque recoin est un gaspillage d'énergie. Le principe est donc toujours le même. Concentrer la chaleur là où se trouve le corps. L'un des outils les plus simples et efficaces est l'eau chaude. Une bouteille solide remplie d'eau très chaude, placée dans le sac de couchage 30 minutes avant de se coucher, transforme l'expérience. Il ne s'agit pas seulement d'être tiède. Il s'agit de ne pas passer la première heure à essayer de réchauffer des tissus glacés avec son propre corps. Entrer dans un espace déjà tempéré économise de l'énergie et réduit l'usure initiale. Mais il y a une erreur fréquente, utiliser n'importe quelle bouteille. Les plastiques fins se déforment, les bouchons mal fermés fuient, et une fuite d'eau en pleine nuit, quand il fait moins 20 dehors, peut devenir un désastre. C'est pourquoi ceux qui savent choisissent des récipients épais et fiables et les enveloppent dans du tissu pour éviter les brûlures. Certains vont plus loin et chauffent des pierres plates sur un petit réchaud ou près d'une source de chaleur sûre, les enveloppent dans des serviettes et les placent au pied ou au bas du dos. La pierre ne produit pas de flamme, ne consomme pas d'oxygène une fois dans le lit et libère de la chaleur pendant des heures. C'est une méthode ancienne qui fonctionne encore parce qu'elle est simple et ne dépend pas d'une combustion continue. Puis il y a l'astuce de la chaussette de riz. Un tube en tissu rempli de riz sec chauffé avant le coucher s'adapte au corps et conserve la chaleur longtemps. Il ne chauffe pas tout le camping-car, mais il réchauffe des points clés du corps et en hiver, il y réchauffer des points stratégiques est plus efficace que tenter d'augmenter la température de l'air. Maintenant, dès qu'on parle de combustion, bougies, chauffage au gaz, réchaud portable, la conversation change complètement. Parce que le problème n'est pas seulement la flamme visible. Le vrai danger, c'est le gaz invisible. Dans un camping-car fermé, toute combustion consomme de l'oxygène et peut produire du monoxyde de carbone. Et le monoxyde ne sent rien, n'avertit pas, ne donne pas de seconde chance. D'abord, il provoque des maux de tête, des vertiges, de la confusion, des symptômes qui ressemblent énormément à la fatigue causée par le froid. Ensuite vient un sommeil profond. Et après, le silence. C'est pour ça que ceux qui utilisent des chauffages portables suivent des règles strictes, jamais complètement fermées. Garde toujours une ventilation minimale active. Toujours des détecteurs de monoxyde en état de marche, sans exception. Même quand la tentation est d'essayer de tout calfeutrer pour ne pas laisser sortir la chaleur. Parce que laisser s'échapper un peu de chaleur vaut mieux que laisser s'échapper la vie. Et il y a un autre problème avec le gaz, l'humidité. Chaque heure qu'un chauffage au propane tourne dans un petit espace libère de la vapeur d'eau. Cette humidité se dépose sur les murs, les fenêtres et le plafond. En hiver, elle devient des gouttes, puis de la glace, et au matin, l'intérieur peut ressembler à une grotte gelée. Cette humidité constante ne refroidit pas seulement. Elle crée de la moisissure et détériore le véhicule. C'est pour ça que beaucoup limitent l'usage des chauffages. Ils les allument avant de dormir pour monter la température de quelques degrés, puis les éteignent et se réfugient dans l'isolation qu'ils ont créée. Ils ne dépendent pas d'une chaleur continue toute la nuit. Ils s'en servent comme d'une impulsion de départ. D'autres choisissent quelque chose d'encore plus basique, la chaleur humaine partagée. Dormir à deux n'est pas du romantisme, c'est de la thermodynamique. Deux corps produisent 2 fois plus de chaleur. Un gros chien peut devenir un petit radiateur vivant. Dans des communautés où plusieurs personnes vivent dans des véhicules proches, il arrive qu'on s'organise pour passer les nuits les plus froides ensemble dans un seul espace réduit. Ce n'est pas confortable, mais c'est plus chaud. Il y a aussi le détail de la tête. Beaucoup sous-estiment la quantité de chaleur qu'on perd par là. Et dormir avec un bonnet n'est pas optionnel dans ces conditions. Une tête découverte peut ruiner tous les efforts d'isolation du corps. Et avant de se coucher, il existe une autre règle silencieuse, manger quelque chose d'adapté. Pas un repas énorme qui gêne, mais quelque chose d'assez dense en calories pour garder le métabolisme actif pendant la nuit. La digestion produit de la chaleur interne. Dormir totalement à jeun, par températures extrêmes, fait perdre au corps sa capacité à générer de l'énergie thermique. Le mouvement avant de dormir compte aussi. Quelques minutes d'activité douce avant d'entrer dans le sac de couchage font monter la température interne. Mais transpirer est une erreur grave. Des vêtements humides deviennent un ennemi.
L'humidité vole la chaleur plus vite que l'air froid. Tout ça se combine en une séquence répétée chaque soir. Vérifier les joints, ajuster les séparations, préparer la bouteille chaude, manger un peu, bouger sans transpirer, mettre les couches correctement, couvrir la tête et le cou, entrer dans l'espace réduit, minimiser les mouvements nocturnes, et pourtant, même en faisant tout bien, un ennemi commence à apparaître en silence pendant le sommeil. La condensation. L'air chaud que tu respires, toi, et que tu produis pendant la nuit, rencontre des parois froides. Il devient de l'eau, cette eau peut geler, et au matin, l'intérieur peut être recouvert d'une fine couche de glace sur les fenêtres et le plafond. Cette glace n'est pas seulement désagréable, c'est le signe que la chaleur interne se perd et que l'humidité peut devenir un problème sérieux. Gérer cette humidité est aussi important que gérer le froid. Parce que survivre dans un camping-car gelé, ce n'est pas seulement une question de chaleur. C'est un équilibre constant entre température, oxygène, humidité et énergie corporelle. Et le moindre déséquilibre peut faire basculer la nuit du mauvais côté. Mais il manque encore quelque chose d'essentiel, la gestion mentale. Parce que quand le froid serre pendant des semaines, ce n'est pas seulement le corps qui se refroidit, c'est aussi l'esprit. Et c'est là que la vraie résistance commence à être mise à l'épreuve. Le froid extrême n'attaque pas seulement le corps, il attaque l'esprit. Et quand quelqu'un vit dans un camping-car glacé pendant des semaines ou des mois, l'usure psychologique devient aussi dangereuse que la température elle-même. Parce que survivre à une nuit, c'est une chose. Survivre à 100 nuits, c'est complètement autre chose. Il se passe quelque chose après plusieurs matins sous zéro. Le corps s'adapte un peu, oui, mais l'esprit commence à anticiper la souffrance. Le simple fait que le soir tombe crée déjà une tension. Le rituel nocturne cesse d'être technique et devient émotionnel. Préparer le nid n'est plus seulement de la logistique. C'est une façon de se rassurer. C'est pour ça que ceux qui tiennent le mieux l'hiver dans un camping-car développent des routines presque obsessionnelles. Des routines qui paraissent petites, mais qui donnent une sensation de contrôle. Vérifier toujours les joints dans le même ordre. Poser les couvertures de la même manière. Préparer la bouteille chaude au même moment. Manger la même chose avant de dormir. Cette répétition réduit l'anxiété. Elle dit au cerveau, on sait ce qu'on fait. Parce que le froid a un piège psychologique dangereux. Quand la température du corps baisse trop, des symptômes apparaissent et se confondent avec une fatigue normale. Sommeil profond, lenteur, manque de réaction. L'hypothermie ne ressemble pas toujours à de la panique. Parfois, elle ressemble à une reddition douce, à l'arrêt de la lutte. Les personnes qui ont traversé plusieurs hivers dans ces conditions apprennent à reconnaître les signes précoces. Quand elles commencent à trembler fortement, elles l'acceptent comme quelque chose de bon. Le tremblement, c'est le corps qui essaie de produire de la chaleur. Si elles arrêtent de trembler alors qu'il fait encore froid, là c'est une alarme. Si elles se sentent trop somnolentes, trop apathiques, ce n'est pas seulement de l'épuisement. Dans un camping-car sans chauffage, la nuit la plus froide arrive souvent juste avant l'aube. Beaucoup pensent que minuit est le pire moment, mais en réalité, le point le plus bas arrive quand le soleil n'est pas encore levé. C'est pour ça que ceux qui savent se préparent à cette dernière portion. Ils ajustent les couvertures avant de dormir en pensant à cette heure-là. Ils gardent des vêtements supplémentaires à portée de main au cas où ils auraient besoin de renforcer les couches sans sortir complètement du sac. Un autre détail important, minimiser les sorties nocturnes. Chaque fois que quelqu'un ouvre la porte en pleine nuit, la chaleur accumulée disparaît en quelques secondes. La recréer coûte une énergie qu'on n'a peut-être plus. Alors on s'organise avant de dormir. Eau à portée, vêtements prêts, il est tout planifié pour ne pas briser la capsule thermique inutilement. Mais le froid ne vole pas seulement la chaleur, il vole aussi l'énergie de la journée. Se réveiller dans un camping-car gelé, c'est affronter des parois humides, des fenêtres couvertes d'une fine glace et un air tranchant. Cette scène répétée érode le moral. Et sans morale, on néglige facilement des détails critiques. C'est pour ça que beaucoup essaient de créer de petites victoires matinales. Sécher la condensation le plus tôt possible. Aérer brièvement quand le soleil commence à apparaître. Bouger dès le réveil pour faire remonter la température interne. Préparer quelque chose de chaud si c'est possible. Pas pour le confort, mais parce que garder un minimum d'ordre aide à ne pas tomber dans l'apathie. La condensation est un autre ennemi silencieux. Pendant la nuit, la vapeur produite par le corps s'accumule dans l'air. Elle se transforme en gouttes sur les surfaces froides. Et si on ne la gère pas, elle finit par abîmer l'intérieur du véhicule. Moisissure, odeur, détérioration. Mais surtout, humidité constante signifie sensation de froid constante. Alors, au matin, même si l'air est glacial, on aère quelques minutes. On laisse s'échapper l'humidité, c'est un échange court, un peu de froid contre moins d'humidité accumulée. Ne pas le faire peut transformer le camping-car en boîte humide où chaque nuit devient pire que la précédente. Il y a aussi une dimension psychologique dont peu de gens parlent, l'isolement social. En hiver, les gens sortent moins. Les rues se vident, les occasions d'interaction diminuent.
Pour quelqu'un qui vit dans un camping-car, cela peut amplifier la sensation de solitude. Et la solitude prolongée affecte aussi la capacité à prendre des décisions rationnelles. C'est pour cela que dans de nombreuses communautés de personnes vivant dans des véhicules, l'hiver renforce les réseaux informels. On partage les emplacements les plus protégés. On s'avertit quand une vague de froid sévère arrive. On s'organise pour se garer à proximité les uns des autres. Non par romantisme, mais par sécurité. Savoir que quelqu'un se trouve à quelques mètres peut faire la différence entre ignorer un signal de danger ou réagir à temps. Dormir accompagné lorsque c'est possible et sûr change complètement l'équation thermique. Deux corps produisent 2 fois plus de chaleur. Même la présence d'un grand chien peut augmenter de plusieurs degrés la température dans un espace réduit. Oh, ce n'est pas du sentimentalisme, c'est de la physique élémentaire. Mais tout cela a des limites. Il y a des nuits où la température chute tellement que la marge de sécurité disparaît. Et ces nuits-là, la décision devient brutale. Rester dans le camping-car avec tout le système de survie en place ou chercher un refuge temporaire, même si cela implique d'autres risques. La différence entre l'orgueil et la survie devient évidente lorsque le froid est extrême. Parfois, accepter une aide extérieure sauve la vie. D'autres fois, rester là où l'on garde le contrôle est plus sûr qu'entrer dans un environnement imprévisible. Survivre dans un camping-car glacé n'a rien d'un exploit héroïque. C'est un équilibre permanent entre chaleur, humidité, ventilation, énergie et stabilité mentale. C'est une guerre silencieuse contre l'usure. Et même si chaque nuit traversée ressemble à une petite victoire, l'hiver ne se gagne pas d'un seul coup. Il se gagne nuit après nuit, mais il reste une étape cruciale. Que se passe-t-il lorsque le froid atteint des niveaux véritablement dangereux? Lorsque tout le système semble insuffisant et que le corps commence à toucher ses limites. À ce moment-là, la stratégie change encore. Et la frontière entre résistance et risque devient plus fine que jamais. Il arrive un moment en hiver où le camping-car cesse d'être simplement difficile et devient franchement dangereux. Il ne s'agit plus d'un confort. Il s'agit de nuits où la température descend si bas que la moindre erreur peut devenir une urgence. Et le plus dur, c'est que ce moment arrive sans prévenir, car le corps, lorsqu'il est épuisé, cesse d'envoyer des signaux clairs. Ces nuits-là, la survie ne dépend plus d'une couche supplémentaire. Elle dépend d'éviter l'effondrement, d'empêcher le corps de franchir la ligne où l'hypothermie commence à éteindre les fonctions vitales en silence. Le problème, dans un camping-car sans chauffage, c'est que la tentation la plus forte apparaît précisément quand on est le plus vulnérable. Utiliser la combustion de manière continue. Laisser un chauffage allumé toute la nuit, allumer un petit réchaud, juste un moment, et s'endormir. Improviser un feu à l'intérieur parce que dehors, le froid est insupportable. Et c'est là que, dans de nombreuses histoires réelles, survient la tragédie. Parce que le monoxyde de carbone ne se ressent pas. Il n'a pas d'odeur, il n'avertit pas, il endort. Et quand il endort, on ne se réveille plus. Et c'est pourquoi ceux qui ont survécu à de longs hivers dans des véhicules adoptent une règle non négociable. Ne jamais dormir avec une combustion active sans véritable mesure de sécurité. Ventilation minimale assurée. Détecteur fonctionnel, surface stable, surveillance constante. Et malgré tout, beaucoup préfèrent éviter totalement ce risque. Au lieu de dépendre d'une source dangereuse, ils reviennent à la stratégie la plus simple, mais la plus solide, la chaleur passive et la chaleur interne. Lors des nuits les plus froides, l'objectif n'est pas de chauffer l'air. L'objectif est de protéger le corps comme s'il était un noyau, réduire l'espace au minimum, s'enfermer dans un cocon de couvertures et de couches, transformer le lit en capsule thermique. Même si le reste du véhicule est gelé, eh bien l'essentiel est que le corps maintienne une température stable dans ce petit refuge. Ici, le sol redevient central. Quand la température chute à des niveaux extrêmes, la perte de chaleur vers le bas s'accélère. On renforce donc l'isolation inférieure en priorité. Plus de carton, plus de mousse, plus de couches, tout ce qui peut créer de l'air emprisonné. Car l'air emprisonné est le véritable bouclier. Ensuite vient la stratégie de chaleur ciblée. Bouteilles d'eau chaude, pierres enveloppées, packs thermiques improvisés, on les place aux pieds, dans le bas du dos, près des zones où le sang circule intensément. Réchauffer ces points n'apporte pas seulement un soulagement, cela aide le corps à distribuer la chaleur sans dépenser d'énergie supplémentaire. Et ici, un détail que beaucoup ignorent, par froid extrême, le corps peut dépenser tellement d'énergie à se réchauffer qu'il finit par manquer de carburant. C'est pourquoi la nourriture cesse d'être un extra et devient partie intégrante du chauffage. Lors des nuits très froides, manger quelque chose de riche en calories avant de dormir peut être plus important qu'une couche supplémentaire de vêtements. Il ne s'agit pas de manger par plaisir, il s'agit de donner au corps le carburant nécessaire pour maintenir son métabolisme actif. Graisses, protéines, aliments soutenants. Un petit encas bien choisi peut alimenter la chaleur interne pendant des heures.
L'hydratation compte également plus qu'on ne le pense. En hiver, on se déshydrate sans s'en rendre compte. Et la déshydratation aggrave la circulation sanguine. Une mauvaise circulation signifie des mains et des pieds plus froids. Il y a plus de risques d'engourdissement. Plus de probabilité que le corps entre dans une chute thermique. À ce stade, la gestion mentale redevient essentielle. Car lorsque le froid est extrême, l'esprit peut abandonner avant le corps. Apparaît la pensée, ça ne sert plus à rien. L'apathie. Une envie de sommeil profond, comme si la meilleure solution était de se laisser aller. Et c'est le piège le plus dangereux. Ceux qui ont survécu et savent c'est que la somnolence excessive, la confusion et la lenteur peuvent être des signaux. Pas des signaux spectaculaires, mais silencieux. Alors, lors des nuits critiques, ils se surveillent. Ils bougent légèrement s'ils sentent qu'ils glissent. Ils font de petites activations musculaires. Ils s'obligent à rester conscients. Dans les communautés de personnes vivant en véhicule, cela devient collectif. On se surveille, on demande si l'autre va bien, on s'envoie des messages, on jette un œil, car en hiver extrême, la survie devient une affaire de réseau. Personne ne veut l'admettre, mais c'est vrai, le froid se combat mieux en groupe. On prend aussi des décisions plus radicales, changer d'emplacement, chercher un endroit mieux protégé du vent, se garer près d'un mur exposé au soleil, trouver des zones moins exposées. En hiver, l'emplacement n'est pas une question de confort, c'est une stratégie. Et lorsque le froid atteint des niveaux réellement dangereux, vient la décision finale. Quitter le camping-car pour une nuit et chercher un refuge, une salle d'attente, un centre d'urgence, n'importe quel endroit avec un vrai chauffage. Même si ce n'est pas idéal, même s'il y a des règles, même si l'ambiance est difficile. Il y a parce qu'il y a des nuits où l'orgueil ne vaut rien, où la seule priorité est de ne pas mourir. Le plus dur dans tout cela, c'est que de l'extérieur, l'idée de vivre en camping-car peut sembler presque enviable. Liberté, route, indépendance, mais un camping-car sans chauffage en hiver, pour une personne sans abri, n'est pas la liberté. C'est une frontière constante entre refuge et risque. Et pourtant, beaucoup survivent. Non par chance, par discipline, par routine, en comprenant le froid comme un système. Sceller les fissures, réduire l'espace, isoler le sol, gérer l'humidité, protéger la circulation, manger au bon moment, éviter la combustion dangereuse, garder l'esprit actif quand le corps veut abandonner et quand enfin vient le jour où la température remonte, quand le soleil recommence à ressembler au soleil, ça quelque chose se produit à l'intérieur de ces camping-cars gelés. Ce n'est pas une joie explosive, c'est un soulagement silencieux. Parce que pour celui ou celle qui a passé l'hiver là-dedans, chaque lever de soleil n'était pas simplement un nouveau jour, c'était une victoire. Une nuit de plus où le froid n'a pas gagné, une nuit de plus où, malgré tout, le corps a résisté. Et même si personne n'applaudit, même si personne ne le voit, cette résistance est réelle.